Nous nous retrouvons au final pour un nouveau chapitre. Le dernier cette fois-ci. Et j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Par où commencer ? Les barreaux de ma cellule venaient de vibrer, et je me préparais à vivre un nouveau cauchemar à travers une autre âme perdue. Je posa donc mon journal, m'allongea sur le lit et ferma les yeux. Mais quand je les rouvris, je n'étais pas quelqu'un d'autre. J'étais moi, et le lieu où je me trouvais me semblait familier. Et pour cause, je me trouvais dans le village originel, avant qu'il ne devienne le lieu de tous les cauchemars. Mais même si j'étais présent, il semblait que je ne puisse interagir avec qui ou quoi que ce soit, être vivant, objet ou autre. J'étais comme un fantôme. Et en me baladant sous cet état dans le village, je finis par trouver quelqu'un que je n'aurais jamais pensé voir. C'était moi. Quand j'étais enfant, visiblement, je me trouvais dans mes souvenirs. Et j'imagine qu'il est donc temps que je vous parle de moi. Mais pour me connaître, il faut avant tout connaître mes parents, pour qui j'ai tout fait, afin d'obtenir leur fierté et leur amour. Mes parents étaient très croyants et très pieux. Ils espéraient que je finisse par être à la tête de l'église de notre village, afin d'être dans les bonnes grâces de Dieu. Ce qui fait que dès l'enfance, de lourdes responsabilités et de grandes attentes pesaient sur mes épaules. J'ai travaillé comme un damné, durant des années, pour être à la hauteur de leurs attentes. Mais il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, un secret que j'ai gardé au plus profond de moi, jusqu'à aujourd'hui. J'étais fou d'amour pour une fille. Mais cette fille, suite à la mort de ses parents, durant une tempête, et à sa survie inopinée, avait obtenu le sobriquet d'enfant maudit et souffrait d'une mauvaise réputation. Cette fille, vous savez de qui il s'agit. Oui, c'était bien la fille dont je vous ai parlé dans le chapitre Wiccaphobie. Et même si pour moi sa survie relevait du miracle, pour les autres villageois, mes parents compris, c'était la faute de la petite qui portait soi-disant malheur. Et moi, comme un lâche, au lieu de lui tendre la main, j'ai décidé de rester loin d'elle, pour ne pas aller à l'encontre de la volonté de mes parents. Les années ont passé, et alors que je gravissais les échelons au sein de l'église du village, la jeune fille, elle, travaillait partout où elle pouvait. Elle prenait toutes les tâches, même les plus ingrates. Et moi, je l'observais de loin. La voyant faire tous ses efforts, son magnifique sourire aux lèvres. Mon amour ne faisant que croître, en même temps que le poids des attentes de mes parents et des autres personnes de l'église et du village qui m'encourageaient dans ma lancée. Quelques années plus tard, alors que je devais avoir dans les 17 ans, je touchais presque au but. J'étais parmi les hommes les plus influents de notre paroisse. C'est durant cette période que j'ai découvert les activités nocturnes de l'élu de mon cœur. Je passais non loin de la grange où l'église l'avait placé lorsqu'elle l'avait recueilli après l'incident de la tempête, et c'est là que j'ai entendu sa voix, les bruits qu'elle faisait alors qu'un homme du village l'utilisait. Cette scène a réveillé quelque chose en moi, qui venait me tourmenter chaque nuit, ou chaque fois que je posais les yeux sur elle. Des fois même, j'allais l'observer discrètement alors qu'elle était en plein travail. Une attitude pas très nette, vous en conviendrez. Dites-vous qu'il m'a fallu des siècles pour l'admettre. Mais quoi qu'il en soit, un profond désir mêlé d'une forte jalousie et l'accumulation de mes sentiments pour elle et de la frustration avaient pris le dessus. Et un soir, ce fut moi qui fis appel à ses services. Elle me les offrit d'ailleurs gratuitement. À ce moment-là, j'imaginais que c'était parce que je travaillais pour l'église. Mais cette nuit, je pense que je ne l'oublierai jamais.
la chaleur de sa peau, son souffle sur la mienne. Je l'avais déjà observé à de multiples reprises alors qu'elle le faisait avec d'autres hommes, mais ce n'était clairement pas pareil lorsque j'étais à leur place. Et peut-être me faisais-je des idées, mais j'avais l'impression qu'elle et moi, durant cette nuit, ne faisions plus qu'un. Une fois que nous eûmes fini, je partis un peu avant le lever du jour, alors qu'elle dormait. Suite à cette nuit, je recommençai à l'éviter, malgré le désir que je sentais monter en moi. Mais j'avais brisé mes vœux de chasteté déjà une fois, et je ne voulais pas que ça s'apprenne. Mais le pire fut quelques mois après, lorsque j'appris qu'elle était enceinte. Elle avait couché avec tant d'hommes. L'enfant ne pouvait être de moi, essayai-je de me convaincre vainement. Le temps passa, et elle mit l'enfant au monde. C'était une petite fille. Elle commença dès lors à l'élever seule, et à mesure que cet enfant grandissait, la paranoïa et la culpabilité en moi faisaient de même. Et c'est là que je vous propose d'aller voir du côté de la mère et de sa fille, car la suite me concernant, je la connaissais. Et j'étais curieux de savoir ce qui s'était passé de leur côté, alors que mon moi du passé sombrait peu à peu dans la folie. Je suis donc allé voir dans la demeure fraîchement reconstruite de la mère et sa fille comment elles vivaient, quel était leur quotidien. Et, comme je m'en doutais, la mère n'avait pas arrêté ses activités. En même temps, c'était ce qui lui rapportait le plus d'argent, et là où elle était le plus sollicitée. Ce qui fait que très jeune, la petite fille eut connaissance de ce qu'étaient les plaisirs de la chair. Mais comme la mère, la petite n'avait pas une bonne image au village. Personne ne voulait savoir qui était le père, mais il savait qu'elle était l'enfant d'un potentiel adultère ou un simple accident, disait-il. Au moins, on ne pouvait être plus proche que la mère et la fille, qui formaient à eux deux une véritable famille chaleureuse et aimante. Ce qui me fit chaud au cœur, alors que j'observais leur quotidien, même si elles ne pouvaient me voir. Mais un jour, la petite posa la question fatidique. « Maman, c'est qui mon papa ?» Je ne suis moi-même pas sûre de savoir. Mais si je devais te souhaiter un père parmi tous ceux qui pourraient l'être, je ne peux pas te dire qui c'est, pour protéger son image. Mais il a toujours gardé un œil sur moi, de loin. Et même si notre amour est impossible, il m'a offert la plus belle nuit de ma vie. Et, avec un peu de chance, il m'a offert aussi la plus adorable des petites filles. En entendant ça, j'ai fondu en larmes. Je ne sais pourquoi, mais j'étais sûr qu'elle parlait de moi. Je n'ai pas pu continuer à les observer après ça. Ça me faisait trop mal, sachant le destin qui les attendait. Et je suis donc reparti, me regarder sombrer dans la paranoïa et la folie. Mon moi du passé, persuadé que la petite était son enfant, et que ça finirait par se savoir, jusqu'à ce qu'il prenne l'horrible décision que j'ai prise par le passé. J'ai supplié, j'ai imploré mon moi du passé de ne pas le faire. Mais non seulement il ne m'entendait pas et ne me voyait pas, mais même s'il m'avait entendu, il ne m'aurait pas écouté. Finalement, il répandit. Je répandis des rumeurs sur la mère et la fille. Comme quoi la mère était une sorcière qui usait de ses charmes sur les hommes pour prendre petit à petit le contrôle du village. Qu'elle s'était débarrassée de ses parents car ils la gênaient. Que son enfant allait sûrement prendre le même chemin que sa mère. Il n'en fallut pas plus pour enflammer l'étincelle de la peur et de la haine dans le cœur des villageois. Je ne voulais pas être à nouveau témoin de tout ça. Alors je me précipita chez la mère et la fille, qui semblaient déjà au courant de ce qui se tramait.
et préparer le strict nécessaire d'affaires pour s'enfuir. Et alors que les villageois approchaient de la maison, les deux malheureuses s'enfuirent par la porte arrière jusqu'à la forêt. Mais les villageois avaient vite remarqué leur fuite et étaient à leur poursuite. La mère ordonna à la fille de rester cachée dans une sorte de tunnel et de ne sortir sous aucun prétexte. Bien évidemment, la petite ne voulait pas, mais la mère promit de revenir, après avoir éloigné les villageois. Elles se firent une dernière étreinte, un baiser sur le front, et la mère, en entendant les poursuivants en approche, jeta la fille dans le tunnel et bloqua l'entrée avant de partir, servir d'appât. Connaissant la funeste suite, je suis resté devant la trappe, curieux du destin de la petite qui ne fut jamais retrouvée. Mais quelques minutes après que la mère fut partie, une personne encapuchonnée arriva et débloqua la trappe. La petite fut bien évidemment folle de joie, en espérant que sa mère soit revenue la chercher, et sauta dans les bras de la personne, avant de se rendre compte que ce n'était pas sa mère. L'enfant demanda où était sa maman, et je sentis dans la voix de la personne encapuchonnée, qui, du coup, était une femme, qu'elle semblait dans l'inconfort de ce qu'elle devait annoncer à la petite. Finalement, la femme opta pour lui dire la vérité, que sa mère avait été capturée et allait être brûlée sur le bûcher. Et alors que la petite était en pleurs et la traitait de menteuse, elle lui proposa d'aller constater par elle-même. Je fus bien évidemment choqué par cette proposition. Montrer un tel spectacle à une enfant si jeune, la petite devait avoir 5 ans tout au plus. Mais bien évidemment, je n'avais pas droit au chapitre. Alors je l'ai suivie, en haut d'une colline, où on voyait la mère en train de se faire juger pour sorcellerie, sur le bûcher, attendant que les villageois allument les flammes de l'enfer. Elle ne cherchait même pas à contester, sûrement car elle savait que ce serait inutile. Et une fois que les premières flammes furent allumées, la femme d'un geste de la main endormit profondément la petite, avant qu'elle ne se mette à pleurer et à crier. Et elle partit avec l'enfant dans ses bras. Après ça, tout devint flou autour de moi, puis le noir complet. Et quelques secondes plus tard, je me retrouva dans un nouveau décor. J'étais dans une chambre où la petite était allongée sur le lit, commençant à se réveiller. Je réalisai alors quelque chose sur le monde dans lequel j'étais, sur ce rêve. Mais vous comprendrez bientôt la même chose que moi durant la suite, si ce n'est pas déjà fait. Alors, continuons. Après que l'enfant se soit réveillée, elle commença à se balader dans la maison où elle se trouvait. Elle regarda autour d'elle dans une pièce qui ressemblait à un salon. Sur les étagères, il y avait plein de fioles, de livres et d'objets en tout genre. Puis, au bout d'un moment, une voix, comme sortie de nulle part, lui demanda de ne toucher à rien sans sa permission. La petite et moi sursautèrent en entendant cette voix, et en regardant autour, nous vîmes une femme magnifique, aux cheveux et aux yeux dorés. La petite demanda à la femme qui était-elle et quel était cet endroit. La femme lui répondit qu'elle était chez elle, et qu'elle était la femme encapuchonnée qui l'a sauvée de son village. C'est à ce moment que la petite eut des larmes qui commencèrent à couler sur ses joues. Les souvenirs de la nuit fatidique devaient lui être revenus. Et alors qu'elle commençait à pleurer, la femme lui prit doucement la main et la fit s'asseoir sur le fauteuil en essayant de la calmer comme elle pouvait. Après que la petite eut commencé à se calmer, la femme commença par lui demander pardon pour l'avoir emmenée loin de chez elle. Et elle lui annonça que malheureusement, sa maman était partie. La petite allait recommencer à pleurer quand de petites lueurs commencèrent à briller. En voyant ça, elle semblait comme apaisée. La femme faisait émaner les lueurs de ses mains. Et elle lui expliqua qu'elle était une sorcière, une vraie cette fois, mais qu'elle ne lui voulait aucun mal. Les gens avaient tendance à tout mélanger et à craindre ce qu'ils ne comprennent pas, disait-elle. Puis elle lui raconta
qu'elle aussi avait perdu quelqu'un. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, son enfant avait été enlevé par des villageois, de l'endroit où elle vivait avant. Ils avaient appris qu'elle était une sorcière et avaient décidé d'éliminer son enfant avant de le faire avec elle. De chagrin et dans l'espoir d'endiguer le cercle de haine et de peur, elle prit la fuite et décida de se retirer du monde. Mais alors qu'elle voyageait pour récupérer des plantes et des ingrédients pour ses potions, elle fut témoin de ce que la petite et sa mère eurent vécu. Bien évidemment, ça lui rappela sa propre histoire, et en voyant la mère se faire capturer et en connaissant son destin, elle voulut au moins sauver l'enfant. Je ne savais pas encore ce que la petite avait pensé en entendant cette histoire, mais après ça, elle semblait résolue et déterminée. Et durant la dizaine d'années qui suivit, la petite et la sorcière vivèrent ensemble, comme une vraie famille, même si au début, c'était compliqué pour les deux. La petite semblait avoir du mal à accorder de l'affection et une totale confiance à quelqu'un d'autre que sa vraie mère, et la sorcière avait du mal à la traiter comme sa fille, sûrement car elle pensait à chaque fois à son enfant qui lui avait été enlevé. Mais finalement, les deux finirent par s'apprivoiser, et la sorcière apprit même la magie à la petite, suite à la demande de celle-ci, et à la condition de ne pas l'utiliser à de mauvaises fins. Si seulement elle avait su. Mais les problèmes revinrent quand la petite fille eut atteint l'adolescence. Elle avait besoin de liberté, d'espace, et commençait surtout à s'intéresser à la magie noire, malgré les réprimandes de sa mère adoptive. Et finalement, un soir, dans l'année de ses 15 ans, la jeune fille profita d'une période de tranquillité qu'elle avait sûrement dû prévoir, où elle et la sorcière ne s'étaient pas disputées depuis un moment, et où la vigilance de cette dernière s'était affaiblie pour s'enfuir de la maison en laissant une lettre. J'ai lu le contenu de la lettre, pendant qu'elle l'écrivait, les larmes aux yeux. Et dedans, elle remerciait la sorcière de l'avoir élevée comme sa fille, et qu'elle était désolée, mais qu'elle ne pouvait ni oublier, ni pardonner ce que le village lui avait fait, et ce que l'autre village avait fait à sa fille, et qu'elle allait veiller à ce que les coupables payent. Les pièces du puzzle commençaient à se rassembler un peu dans mon esprit, et la révélation se concrétisait au fur et à mesure du temps, alors que j'avais décidé de suivre la fille qui ressemblait de plus en plus à sa défunte mère, dans sa quête de puissance et de vengeance à travers le monde. Son voyage dura une autre dizaine d'années, et finalement, elle trouva durant ce laps de temps ce qu'elle convoitait. Elle apprit les maléfices, malédictions et autres rituels de magie noire avec d'autres sorcières qui partageaient son ressentiment. Et au bout de ces longues années, elle retourna au village, et vous connaissez la suite. Lorsque j'eus assisté à nouveau au rituel qui jeta la malédiction sur le village, le rêve prit fin, et je me retrouva à nouveau dans la maison de la sorcière. C'est là que je la rencontra, pour de vrai cette fois. La petite fille qui avait survécu, qui avait été sauvée par une sorcière et avait appris la magie, par ressentiment de ce que le village avait fait, de ce que j'avais fait. Mais elle ne me regardait pas avec haine. C'était plutôt comme de la compassion. Elle m'expliqua le reste de l'histoire après le rituel. Elle a d'abord cherché parmi les villageois la plus grande concentration de pensées négatives. Et moi, sûrement à cause de la peur de revoir la femme que je pensais morte, de la culpabilité et de la colère, j'étais bien au-dessus du reste. Je fus donc le premier à être enlevé. Et quand elle lut dans mes souvenirs, elle comprit que le père potentiel dont lui avait parlé sa mère, c'était moi. Elle vit tout ce que j'avais dit, tout ce que j'avais fait et qui j'étais. Et sa colère ne fit que grandir. C'est pour ça que je n'ai pas subi la même épreuve que les autres habitants du village, et que je suis resté des siècles à subir les cauchemars de toutes les âmes emportées dans cet endroit.
Elle voulait que je paye, que je souffre, et ce, pour toujours. Et au fil des siècles, à force de voir des gens échouer à ces épreuves, et sous l'influence des énergies négatives de sa magie noire, elle ne laissa plus aucune chance à personne, et tortura chaque nouvelle âme jusqu'à les briser. Mais visiblement, quand Victor, souffrant de vénustraphobie, est arrivé, elle fit apparaître la femme qui pour elle était la plus belle, sa vraie mère. Mais en la voyant, elle ne pouvait pas utiliser son image pour faire souffrir quelqu'un. Et l'influence de la magie noire commença à s'affaiblir. Et quand Victor réussit l'épreuve, elle prit conscience de tous les siècles de noirceur et de souffrance qu'elle avait engendrés. Ensuite, quand elle vit que même moi, je nourrissais de profonds regrets pour mes actes, et que je décidais de faire le bilan de mon expérience dans ce purgatoire, elle me laissa faire, en prenant la décision de laisser à nouveau aux âmes une chance, une porte de sortie. Mais ne comprenant pas comment faire, elle décida d'attendre que j'ai fini mon journal pour me mettre moi à l'épreuve. Encore une fois, vous connaissez la suite. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai réussi. Je peux partir du village. Néanmoins, d'après ce que j'ai compris, mon corps est mort depuis longtemps. Par conséquent, ce qui m'attend à la sortie du village, c'est la mort. La femme qui fut ma geôlière et qui était potentiellement ma fille m'a proposé de rester avec elle dans le village, mais cette fois pour l'aider. Et je ne sais pas si c'est le temps passé avec elle durant les derniers événements ou un lien spécial, mais je le ressentais. Elle était bien ma fille, et j'étais son père. Mais j'ai refusé. Non pas que je ne voulais pas passer plus de temps avec elle, mais si j'ai la moindre chance de retrouver sa mère et d'aller lui présenter mes plus sincères excuses, en quittant cet endroit et en acceptant la mort, alors je le ferai. De toute façon, notre fille nous rejoindra bien un jour ou l'autre. Mais avant de partir, je l'ai rebaptisée Witch. Car dans le chapitre Wiccaphobie, qui la concernait en partie, je n'ai renommé personne. Et Witch, ça veut dire sorcière. Ce sera peut-être trop simple pour vous, mais ça lui a plu. Maintenant, vous devez sûrement vous demander ce que je fais encore là. Eh bien, elle m'a donné l'autorisation de conclure mon journal avant de partir. Afin que si quelqu'un a besoin d'aide, il puisse la trouver dans ce journal. Et donc, à vous, chers lecteurs, qui aurez suivi mon récit dans cet endroit cauchemardesque, je vous souhaite bonne chance, car si vous lisez ces mots, c'est que vous êtes dans le village dans les cauchemars. Et pour en sortir, vous devrez vous libérer de votre peur et de votre haine. Sinon, Witch ne vous laissera jamais partir.